D'abord, il faut partir de l'historique. Pourquoi on a souhaité cette thématique aujourd'hui? Alors, comme tu l'as dit, Rachel, moi, je suis spécialisé en fiscalité, en expatriation fiscale, notamment sur Israël, mais pas que sur Israël. Et on assiste depuis la fin de l'année à un nombre de départs impressionnant de France. Alors, quelle que soit la religion de mes clients, d'ailleurs, et vers toutes les destinations du monde. Et cette question est une question redondante qui vient souvent de personnes qui disent je veux absolument quitter la France, je vais partir dans tel pays, mais je me suis mis d'accord avec mon employeur, j'ai prévu ou je conserve des revenus de source française. Et donc, on voulait aujourd'hui se poser cette problématique-là par rapport à Israël et aux différents sujets que l'on a l'habitude de voir aussi bien en Israël avec Nathanaël Drey et Cohen que moi côté français. Alors, je vais juste reprendre, fixer la problématique côté français, puisque on part pour l'analyse aujourd'hui du principe où je suis résident fiscal français et je décide, ou j'ai décidé récemment de faire mon alia et tout en conservant des revenus de source française. D'abord, un principe de base, parce que c'est la question numéro un qui est posée, c'est est-ce qu'il est possible de vivre en Israël et de percevoir des revenus de source française? Sans aucun problème, oui. Alors, j'aurais pas fait la même réponse il y a quelques années, mais il se trouve qu'aujourd'hui, la jurisprudence, pour l'instant, elle pourrait être mise en cause, mais pour l'instant, et notamment au regard du régime de l'ALIA, considère que la convention fiscale entre la France et Israël s'applique. Donc, et c'est le sujet principal que je regarde moi sur 100% de mes clients, bien évidemment, comme Nathanaël, ils vont vous dire côté israélien, souvent on nous dit, mais comment je vais optimiser mes impôts, comment je vais être imposé? Je leur dis, le vrai problème au départ, c'est pas celui-ci. Il faut être certain que votre résidence fiscale, qui à l'origine est française, va devenir israélienne. L'élément le plus important est d'abord celui du foyer d'habitation. Donc, alors, ce qui n'existait pas il y a quelques années, mais on le voit sur les derniers mois et même sur les 15 derniers jours, nous, on a une accélération et les clients nous disent, je veux plus du tout garder de biens immobiliers en France. Donc, la sécurité de la résidence fiscale, c'est l'absence de foyer d'habitation où vous pouvez y vivre. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait détenir des biens immobiliers que vous donnez en location. Le deuxième élément qu'on va regarder, c'est la durée de séjour, mais sorti du foyer d'habitation, le véritable deuxième élément, c'est le centre des intérêts économiques. Et c'est ce qu'on va regarder là. Donc, oui, vous pouvez faire votre alia et conserver des revenus de source française. Comment ça va être taxé côté français? Puis après, je vous donnerai la parole en Israël et ça nous permettra de faire le va-et-vient. Il y a un principe de base sur lequel mes clients sont toujours surpris. Premièrement, vous pouvez être chef d'entreprise aguerri à la fiscalité française. Il faut bien comprendre qu'un non-résident, c'est un raisonnement totalement différent. Je vous donne un exemple. Souvent, mes clients arrivent et me disent, ah, au fait, je suis en train de constituer une holding. Et je leur dis, bah non, arrêtez, erreur énorme quand on devient non-résident, on ne fait pas de holding. Ça peut être un handicap. Et autre élément, le non-résident, c'est celui qui est souvent surtaxé. Donc la base, si vous avez des revenus de source française, on parle de revenus du travail, et on verra dans un deuxième temps comment les optimiser, mais on regardera d'abord côté israélien les impositions et les sujets. La base, c'est quoi? C'est que vous avez d'abord en qualité de non-résident une imposition au minimum à un taux de 20%. La notion de foyer fiscal n'existe pas dans ce premier calcul. Donc, on va calculer votre imposition en fonction de certains critères, hein, mais au minimum avec un taux de 20%. Puis, on va refaire le calcul en fonction
de votre foyer fiscal, sans déduction d'impôt, sans réduction d'impôt. Et la beauté du geste, c'est qu'on va conserver l'imposition la plus élevée. Alors, ce qui est un peu surprenant, mais quand on connaît les impôts en France, il n'y a rien de surprenant. Donc, oui, vous pouvez avoir du revenu. Oui, ce sera imposable en France et plutôt de manière élevée. Alors, on regardera tout à l'heure l'optimisation, notamment avec des sujets de distribution de dividendes, mais du coup, là maintenant, je vous donne la parole côté israélien parce que la non-imposition sur les revenus de sources étrangères est pas aussi facile. Donc, Nathanaël Drey, je pense que c'est toi qui vas prendre la parole. Oui, aucun problème. Vas-y. Merci Georges pour cette introduction. Bonjour à tous, Nathaniel Drey, expert comptable fiscaliste, cabinet Drey et Natco. Alors j'ai préparé une petite présentation que je vais vous mettre à l'écran. Hop, on va faire comme ça. Et alors, par là. Screen 2. Hop, et là. Est-ce que vous voyez? Oui. Parfait. Donc, on va enlever ici la petite partie. Ok, donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est sur la partie israélienne. Comment faire son alia tout en continuant à générer des revenus depuis la France. Donc notre cabinet, c'est le cabinet Drey et Netco. On est spécialisé en expertise comptable et fiscalité en Israël. On a 2 bureaux, un à Jérusalem et un à Tel Aviv. Et on a l'habitude d'intervenir régulièrement sur le réseau Experalia, sur toute la partie de la fiscalité et la compréhension des règles en Israël. Et comme on va le voir aujourd'hui, on va certainement casser quelques mythes. Pardon, j'ai un écran derrière. Est-ce que vous pouvez Oui, couper? il faut. Ouais, il faut désactiver les autres personnes, s'il vous plaît, parce qu'on entend. Si vous pouvez mettre tout le monde en mute, ce serait plus simple. Donc, on va certainement casser un mythe ou quelques mythes aujourd'hui, mais vous allez voir, au final, ce sera pour la bonne cause. Voilà un petit peu les points, les quelques sujets que je me suis notés, et ensuite on va dérouler. Donc tout d'abord, 10 ans d'exonération fiscale, c'est un petit peu l'emblème, le drapeau du gouvernement ou de l'agence juive quand ils veulent vous pousser un petit peu à faire l'ALIA. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que réellement, pendant 10 ans, lorsqu'on devient résident fiscal israélien ou qu'on fait sa ALIA, est-ce qu'on va réellement s'arrêter de payer des impôts pendant 10 ans, que ce soit en Israël et à l'étranger? On va ensuite dérouler sur l'explication et la comparaison entre les revenus actifs et passifs. On va rapidement faire un tour sur les 2 points qui sont la condition d'octroi de la résidence fiscale en Israël et ce qui va changer en Israël au 1er janvier 2026. Ensuite, on va creuser pour définir ensemble quelles sont les sociétés qui existent en Israël et comment optimiser fiscalement ces revenus lorsque on fait sa alia et qu'on continue à travailler avec la France ou bien que l'on continue à avoir une société basée en France et qui va continuer à percevoir des revenus. On va faire un tout petit exemple chiffré vraiment pour marquer la différence notable et importante qui existe entre la France et Israël, en tout cas sur la fiscalité. Et petite parenthèse, c'est avant les programmes d'augmentation fiscale qui sont prévus a priori lors des prochaines, enfin avec les élections en cours. Donc là, c'est les exemples chiffrés avec la fiscalité française actuelle. C'est fort probable qu'il y ait potentiellement du changement à ce niveau-là. Et enfin, on laissera toujours la place, comme d'habitude, à notre petit jeu de questions-réponses, un petit aller-retour, quelques minutes pour ceux qui souhaitent. Donc, je vais passer maintenant sur cette partie-là. Et voici les points que l'on va aborder. Donc, tout d'abord, les 10 ans d'exonération fiscale, et c'est un mythe ou une réalité. Je vous rassure, il n'y a pas autant de points dans tous les éléments. Tout d'abord, il faut remonter à 2008. Cette loi a été votée en 2008 rétroactivement à 2007 pour encourager les Olim Hadashim à venir faire l'Alia. C'était à l'occasion des 60 ans d'Israël, ou bien à ceux qui étaient partis d'Israël pour les encourager à revenir, ce qu'on appelle un Toshav Choser. Le champ d'application de cette loi, et c'est pour ça que j'ai noté mythe ou réalité, est-ce que vraiment on ne paye pas d'impôts en Israël pendant les 10 premières années qui suivent sa alia? Eh bien, c'est uniquement sur les revenus qui sont générés à l'étranger. D'accord? Les revenus générés à l'étranger, il y a 2 catégories de revenus dans le monde. Il y a les revenus actifs et les revenus passifs. Les revenus actifs et passifs, on va voir après ce que c'est, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exonération fiscale qui est en cours en vigueur en Israël, c'est uniquement pour les revenus générés en dehors d'Israël. Je répète, un Olé Hadash qui vient, qui fait sa alia, qui s'installe avec sa famille, qui travaille depuis Israël pour une société israélienne, pour
un client à l'étranger, pour Google, peu importe pour qui, à partir du moment où son travail est réalisé en Israël, il a apporté de la valeur ajoutée en Israël, il a créé de la valeur ajoutée en Israël, il est imposé en Israël dès le lendemain de sa alia. Okay, à part une petite exception, c'est l'année d'adaptation, on en parlera tout à l'heure. Les conditions d'éligibilité pour être exonéré, vous voyez, là tout de suite on a fait le switch. C'est plus qu'on ne paye pas d'impôts en Israël pendant 10 ans, c'est qu'on est exonéré des revenus à l'étranger. Comment est-ce qu'on bénéficie de cette exonération fiscale sur les revenus à l'étranger? Eh bien, il faut être Olé Hadash ou bien résident de retour. Et je répète, les revenus qui sont concernés, je vous l'ai noté ici, c'est soit les revenus passifs, comme dividendes, intérêts, loyers, ou bien les revenus d'activité professionnelle commerciale exercés à l'étranger. Et c'est sur ce point-là qu'aujourd'hui, on va s'attarder, on va vérifier un petit peu, on va faire le tour d'horizon un petit peu. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à travailler, d'accord, pour continuer à avoir une activité professionnelle commerciale en Israël et qui est destinée à un client à l'étranger. L'exonération, on a actuellement une exonération de l'obligation de déclaration sur les revenus étrangers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui vit en Israël et, par exemple, qui est retraitée ou bien qui perçoit des dividendes ou des intérêts de sociétés étrangères, pendant 10 ans, le gouvernement israélien, il est un petit peu aveugle. C'est-à-dire que le gouvernement israélien, il a des œillères, il ne voit rien pendant 10 ans, il ne peut rien vous demander sur les revenus étrangers. Attention, à la fin des 10 ans, il a le droit de revenir sur les 10 dernières années. C'est pas que ces années-là, le gouvernement israélien ne pourra jamais revenir dessus. Il a le droit de revenir après la période de 10 ans. Et il y a du changement en 2026, mais je vous ai mis un petit point ici on va regarder tout ensemble tout à l'heure. Donc les mythes courants, voilà, la croyance forte, c'est que on pense que dès qu'on va faire son alia, on paye plus jamais d'impôts. Pendant 10 ans, on est au léchadage, donc on ne paye pas d'impôts en Israël. Désolé de vous casser le mythe, c'est faux. On ne paye pas d'impôts uniquement sur les revenus qui sont générés en dehors d'Israël. Et les précautions, limitations. Donc tout d'abord, faites bien attention de suivre les évolutions de droit fiscal en Israël. C'est pour ça qu'on fait le réseau expert. C'est pour ça que parfois on répète certains éléments qui pour certains sont cool de source, comme on dit, mais pour d'autres ne sont pas connus. C'est pour ça qu'on va répéter tout le temps la même chose, de bien, faites attention, documentez-vous. On a énormément de dossiers qui terminent leurs 10 ans, énormément de sujets où les impôts israéliens viennent et attrapent, entre guillemets, les résidents israéliens qui terminent leur période d'exonération fiscale, qui terminent leurs 10 ans. Et là, le fait de dire je ne savais pas, je n'étais pas au courant, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est pas qu'un dicton français. En Israël, ça s'applique également. Vous êtes tenu de vous tenir informé, vous êtes tenu de garder une documentation rigoureuse. Si vous avez opté pour appliquer une certaine, application de la loi pour vous-même, eh bien, documentez ce choix. Ne gardez pas vous-même le sentiment d'avoir cette espèce de petit instinct dans le ventre et de dire c'est bon, ça va passer, je saurai quoi leur dire. Sans documentation, vous êtes fini, ça ne sert à rien. Le gouvernement israélien attend la fin des 10 ans et vient cueillir gentiment les Olim Khadashim à la fin des 10 ans. Ceux qui n'ont rien déclaré pendant les 10 premières années, attendez-vous à avoir des surprises à la fin des 10 ans. C'est pas pour faire peur, Chas de Shalom, c'est pas notre méthode. Simplement, sachez-le, il y a des dossiers qui remontent maintenant. Il y a de plus en plus de dossiers. Le gouvernement israélien commence à voir ce qu'il a raté, ce qu'il a manqué pendant les 10 années de l'Echadash. Ils ont vu qu'il y a eu des personnes qui travaillent en Israël, qui ont généré de la valeur ajoutée en Israël, qui n'ont rien déclaré en Israël pendant 10 ans. Eh bien là, ils commencent un petit peu à s'apercevoir du gâteau qu'ils ont laissé passer et il commence à y avoir des redressements très importants. À la fin de la période fiscale, donc ça c'est un petit conseil pour les personnes qui terminent leur période d'exonération pendant les 10 premières années, eh bien c'est très important de ne pas attendre la fin des 10 ans, mais de préparer une déclaration de patrimoine préventif, d'établir, Rachel, tu peux mettre en mute s'il te plaît, d'établir une déclaration de patrimoine préventif, ça nous permet de faire un arrêt sur image sur le patrimoine global de la personne, et également de faire une planification la 8e année, la 9e année. N'attendez pas la fin, n'attendez pas la 10e année pour commencer à réagir, pour vendre tout ce qui bouge. Ça sert à rien, ça va laisser des traces. Donc, une bonne planification, c'est une planification qui est sereine. J'ai envie de dire, dès le départ, dès que vous pensez même à faire la BIA, faites le bon choix. Donc, ça, c'était pour la partie mythe ou réalité. Ensuite, on va très rapidement passer, alors j'enverrai pour ceux qui veulent, c'est une page sur notre site internet, j'enverrai, je la partagerai. Si vous le souhaitez, vous pourrez recevoir et passer là-dessus sur tous les points. Je vais pas dérouler parce que ça va nous prendre trop de temps. Très simplement, les revenus passifs,
moi j'avais l'habitude de dire, c'est des revenus où il suffit de respirer pour pouvoir les percevoir, comme des intérêts, des dividendes, des loyers, la retraite. D'accord? Tant qu'on continue à respirer, ce sont des revenus passifs. Indirectement, c'est des revenus qui ne nous demandent pas une implication active de notre part. A contrario, les revenus actifs, ça va être, par exemple, des revenus commerciaux. Ça va être un gérant d'entreprise qui va gérer ses fournisseurs, qui va gérer ses clients, qui va gérer son équipe, même si c'est fait à distance, même si tout est piloté, qu'il y a une société qui existe déjà en France et qu'elle tourne toute seule. Oui, mais le dirigeant, il travaille depuis Israël. Il va faire ses calls, il va faire ses appels, il va relancer ses emails, il va relancer ses effectifs, il va faire des Teams, des Slack, etc. Et ça, c'est imposable en Israël. Il y a une quote-part du travail qui est faite en Israël. On ne peut pas continuer à percevoir un salaire en France alors que l'on travaille à 70, 75, 80% du temps en Israël. C'est impossible. D'accord? Donc, comprenez bien, revenu actif, ça demande une implication active de votre part. Revenu passif, ça va être tout ce qui ne nécessite pas une action directe de votre part. Dans la catégorie des revenus passifs, on peut mettre également dans certains cas, mais c'est vraiment cas par cas, des bonus qui sont versés par exemple par votre employeur, par votre client, des bonus pardon, qui ne dépendent pas forcément de votre performance à vous, ou bien qui dépendent de clients que vous avez apportés par le passé. Ça peut potentiellement rentrer dans la catégorie des revenus passifs. Donc même si ça peut faire l'objet éventuellement d'une facturation, on peut quand même aller mettre cette catégorie-là dans la section des revenus passifs. Euh, Ensuite, les deux points là, ça va être très rapide. La condition d'octroi de la résidence fiscale en Israël, je vous rappelle, c'est a priori 183 jours ou plus dans l'année calendaire, 1er janvier, 31 décembre. Je précise que les jours n'ont pas besoin d'être continus, on n'a pas besoin de faire 6 mois continus pour être résident fiscal israélien. Il suffit, entre guillemets, de passer 183 jours dans l'année calendaire et a priori, on est considéré comme résident fiscal israélien. Si on a fait moins que 183 jours, alors on va ouvrir entre guillemets un deuxième tiroir, une deuxième option. Et là, on va aller vérifier, est-ce que dans l'année en cours, par exemple en 2024, on a fait 30 jours? Et est-ce que sur 2024, 2023 et 2022, c'est-à-dire l'année en cours et les 2 années précédentes, est-ce qu'on a un total cumulé de 425 jours? Si vous répondez oui à cette option, ça veut dire que vous êtes résident fiscal israélien, même pour l'année où vous avez fait moins que 183 jours. Donc faites bien attention, faire moins que 6 mois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas considéré comme résident fiscal. D'accord? Ce n'est pas l'objet du thème, mais des personnes qui quittent Israël, parfois pensent qu'il suffit, entre guillemets, de se déconnecter, voilà, de prendre l'avion, de partir, de faire moins que 6 mois et je suis plus résident fiscal. Eh ben non, ça suffit pas. Il faut éviter de faire 425 jours sur 3 années consécutives, l'année en cours et les 2 années précédentes. Si dans ces deux éléments-là, dans les critères de résidence physique, vous ne répondez ni à la première option ni à la deuxième option, le gouvernement israélien se réserve un tiroir de sécurité supplémentaire et là, ils vont aller vérifier ce qu'on appelle les centres d'intérêt vitaux. En hébreu, ça s'appelle Mifran Merkaz Achaim, donc l'examen du centre de vie de la personne. Et là, on va aller vérifier plusieurs choses. D'abord, où est sa résidence principale? Où sont scolarisés les enfants? Où est domiciliée la femme, son épouse, où on va avoir éventuellement des intérêts financiers, où est-ce qu'on va avoir un centre de sport, où est-ce qu'on va aller prendre ses médicaments, ses soins de santé, etc. Tous ces éléments-là sont des indicateurs qui vont prouver que le centre de vie, il est en Israël ou bien il n'est pas en Israël. Et n'oubliez pas, ça c'est peu connu, mais comme on parle à des personnes qui vont faire l'ALIA ou qui potentiellement pensent à faire l'ALIA, c'est très important. Quand vous arrivez en Israël, vous devez faire une déclaration de résidence fiscale auprès des autorités fiscales israéliennes. Il ne suffit pas de prendre la Théoudat Olé, d'arriver à l'aéroport, de sortir avec sa Théoudat Olé, de dire c'est bon, je suis résident fiscal israélien, il peut plus rien m'arriver, je paye plus rien en France. Pas du tout. Vous devez obtenir un certificat de résidence fiscale. Il y a un formulaire à remplir pour cela. Et vous pouvez, dans ce formulaire, soit demander la résidence fiscale dès l'année d'atterrissage, dès l'année de votre alia, ou bien vous pouvez opter pour ce que l'on appelle une année d'adaptation. C'est quoi une année d'adaptation? C'est que dans les 3 mois qui suivent la réception de votre Théoudat Olé, dans les 3 mois qui suivent votre arrivée à l'aéroport Ben Gurion, eh bien vous avez la possibilité de contacter le gouvernement israélien et de leur dire ma première année, j'opte pour une année d'adaptation. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, une personne qui va venir avec sa femme, ses 2 enfants, les enfants sont petits, ils sont scolarisés, il ne sait pas s'il va se plaire en Israël ou pas, on entend beaucoup de choses, la vie elle est dure, la vie elle est chère, etc., etc. J'ai pas envie de faire entre guillemets tapis sur Israël, j'ai envie de me laisser une porte de sécurité. Eh bien, dans ces cas-là,
on va pouvoir aller choisir pour cette année d'adaptation. Et cette année d'adaptation va nous permettre derrière que la première année sur les 10 ans ne soit pas comptabilisée comme une année de résidence fiscale en Israël. Et par conséquent, si je repars dans les 12 mois, alors j'aurai le droit de revenir plus tard et de relancer un process, un compteur de 10 ans. Cette opération ne peut la faire qu'une seule fois. D'accord? Donc les personnes qui ne sont pas certains de rester, qui vont tenter de faire l'ALIA mais qui ne sont pas certains de se plaire, choisissez l'année d'adaptation. Au pire des cas, vous restez, et dans ce cas, pardon, dans le meilleur des cas, vous restez, et dans ce cas-là, l'année d'adaptation va compter dans les 10 ans. Hein, on ne vous donne pas 10 ans supplémentaires à la fin de l'année, ça compte dans les 10 ans. Eh bien, et dans le pire des cas, si vous devez repartir à l'étranger, à ce moment-là, c'est comme si vous avez fait une opération blanche et vous n'avez pas déclenché le décompte des fameux 10 ans. Donc l'année d'adaptation, très important pour ceux qui hésitent un petit peu. Ceux qui n'hésitent pas, ceux qui savent qu'Israël c'est leur pays et qui vont rester là à vie, eh ben, tant mieux, Baruch Hashem, eh ben, restez là et il n'y a pas besoin d'opter pour l'année d'adaptation. Conseil également, chaque année, demandez un certificat de résidence fiscale en Israël. Si que vous soyez résident fiscal qui fait 300 jours par an, ou bien que vous soyez à 185 jours parce que vous comptez à chaque fois les entrées et les sorties, eh bien demandez tous les ans un certificat de résidence fiscale. Il y a de l'échange d'informations de plus en plus. Vous allez peut-être être soumis à certaines cotisations en France, notamment par exemple l'IFI sur les biens à l'étranger. Eh bien, si vous avez un certificat de résidence fiscale en Israël, ça permet de dégager de votre obligation fiscale ou en tout cas de prouver votre bonne foi en disant moi j'étais résident fiscal israélien, voilà mon certificat. Ok, l'obtenir rétroactivement, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc chaque année, allez faire la démarche d'aller obtenir votre certificat de résidence fiscale. Qu'est-ce qui change en Israël en 2026? Eh bien, techniquement, dans l'état actuel des choses, une personne qui fait sa alia pendant les 10 premières années, comme on l'a dit tout à l'heure, le gouvernement israélien, il est totalement aveugle. Il n'a pas le droit de demander à la personne de déclarer les revenus, même si c'est la loi. Je vous rappelle, si vous travaillez depuis Israël, vous devez déclarer les revenus qui sont générés en Israël. Mais si vous avez des revenus qui sont étrangers, des intérêts, des dividendes, une retraite, peu importe, pendant les 10 premières années, vous êtes tranquille, le gouvernement israélien ne peut rien, entre guillemets, vous demander. À partir du 1er janvier 2026, toute personne qui fera sa alia après cette date, après le 1er janvier 2026, sera dans l'obligation tous les ans de déclarer une déclaration de revenus incluant les revenus à l'étranger. Je précise, l'exonération fiscale reste en place. L'exonération fiscale, c'est-à-dire les revenus à l'étranger, resteront non imposés. D'accord? Par contre, vous serez dans l'obligation de déclarer ces revenus. Alors pour un retraité qui, lui, perçoit des revenus passifs, et il y a aucun doute sur le fait qu'une retraite, c'est passif et que c'est exonéré pendant les 10 premières années, si vous voulez, ça ne va pas lui changer la vie. Juste, il faudra qu'il prenne un expert comptable qui fasse sa déclaration. Par contre, pour les personnes qui, comme je l'ai marqué ici, qui vont aller créer des sociétés à Chypre, à Dubaï, à Hong Kong, en disant que c'est des dividendes dans des pays offshore et qu'ils se payent en dividendes alors qu'ils travaillent depuis Israël, là, le gouvernement israélien va obtenir des informations cruciales sur ces personnes. Parce que pour pouvoir faire rentrer cet argent en Israël, maintenant, la banque va vous demander une preuve comme quoi ces revenus ont bien été déclarés. Et quand le gouvernement israélien, le fisc israélien va recevoir ces déclarations, vous serez un petit peu comme un livre ouvert. Et là, ils vont pouvoir commencer à dire, attends, mais c'est quoi cette société à Dubaï? C'est quoi cette société à Hong Kong? Quand est-ce que tu as mis les pieds à Chypre? Pourquoi tu es parti te mettre là-bas? Etc. Et là, patatras, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir potentiellement attraper les personnes qui n'ont pas respecté les règles du jeu, qui n'ont pas respecté exactement ce que l'on dit dans cette intervention. Tout simplement, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller essayer de comprendre autre chose. Potentiellement, les personnes qui vont respecter ce que l'on dit et les conseils que l'on va donner ici n'auront pas de problème, même sur les revenus potentiels générés après le 1er janvier 2026. Pour les personnes qui hésitent, qui n'ont pas envie de rentrer dans le système, même s'ils n'ont rien à se reprocher, qui n'ont pas envie de rentrer dans un système déclaratif pendant 10 ans, un petit retraité qui perçoit sa retraite, il est tranquille, il n'a pas envie pendant 10 ans de commencer à faire des déclarations tous les ans, je vous encourage à faire l'ALIA avant le 1er janvier 2026. Toute personne qui fera l'ALIA après sera dans l'obligation, pour pouvoir recevoir ses fonds sur une banque en Israël, sera dans l'obligation de déclarer ses revenus. Je répète, pas d'imposition sur le revenu à l'étranger. Le fond de l'avantage ne change pas, mais la forme, elle va changer. Donc c'est ça qui va changer. Nathaniel, Oui. on n'est pas obligé d'aller, en fait, j'ouvre une petite parenthèse qui est très importante, je pense. On n'est pas obligé même d'aller sur des exemples jusqu'à Dubaï, etc. Même les personnes qui prennent des dividendes de France, eux aussi, à partir du moment où ils devront déclarer à Israël qu'ils ont pris des dividendes de France, Israël pourra requalifier ces dividendes en tant que salaire si, par exemple, ces personnes avaient l'habitude de prendre des salaires auparavant. Et là, cette requalification, elle pourra être imposée en Israël. C'est vrai que les dividendes, selon la convention, vous êtes imposé à 12,8, en Israël, on ne complète pas. Mais ça, c'est quand il s'agit de dividendes. Jusqu'aujourd'hui, Israël n'est pas au courant puisqu'on n'a pas besoin de leur déclarer. Mais si on va rentrer dans l'obligation de leur déclarer
telle source de revenus qui est considérée dividende et qu'Israël va demander les bilans antérieurs et qu'ils vont voir qu'à l'époque, on prenait que des salaires et que comme par hasard, dès qu'on a fait la LIA, on prend des dividendes, là, ils pourront requalifier ces dividendes en salaire et là, complètement imposer sur Israël. Je pense que c'est important. Bravo, c'est un point excellent et qui m'amène sur le point suivant. Quelles sont les sociétés, alors hop, c'est comme ça qu'on écrit quelles sont les sociétés qui existent en Israël? Eh bien, très simplement, avant d'ouvrir et de vérifier ce qui existe, il faut bien comprendre une chose, et c'est très important ce qu'a dit Nathaniel Cohen à l'instant. À partir du moment où vous allez faire votre alia, que vous allez commencer à travailler depuis Israël, vous êtes dans l'obligation de déclarer vos revenus en Israël. On va aller vérifier de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir déclarer, quel est le type de structure que l'on doit créer en Israël, qui va venir facturer. Mais à partir du moment où vous avez une société, on va prendre un exemple très simple, un avocat qui fait sa alia, qui a gardé son cabinet en France, qui travaille depuis Israël, qui va faire un petit voyage une semaine par mois, d'accord? Du dimanche au jeudi, il va voir un petit peu ses clients une fois par mois. Mais le reste du temps, il est en Israël. Il travaille, il étudie les lois, il étudie ses dossiers, il rassemble les pièces, il relance ses effectifs, ses collaborateurs, il démarche des clients, il commente des posts sur LinkedIn. Bref, il fait ce qu'il a envie, mais il travaille. À partir du moment où cet avocat travaille en Israël, il a beau avoir gardé son cabinet en France, et son cabinet, ça peut toujours rester la vitrine pour ses clients français. Les clients français n'ont pas besoin de le payer en Israël. Les clients français peuvent continuer à le payer sur sa société existante en France. Par contre, il faut créer une société de facturation en Israël qui va venir facturer des prestations de services à sa société française et dans quelques minutes, Georges va nous expliquer de quelle manière il faut habiller ce contrat de prestation de service ou ce contrat de prestation technique. Mais il faut bien comprendre et faire le switch. Votre société française maintenant, elle fait appel à un sous-traitant. C'est vous. Ce sous-traitant se trouve en Israël. Ce sous-traitant doit sortir une facture de sa société israélienne, facturer sa société française sur le service qui est apporté depuis Israël pour le compte de sa société française. Donc oui, je confirme tout à fait ce qu'a dit Nathaniel Cohen. Vous payez sous forme de dividendes ou bien continuez à percevoir des salaires en France alors que vous avez fait votre alia, eh bien ce n'est pas autorisé. Et à partir du 1er janvier 2026, de toutes les manières, le gouvernement va vous retoquer tous les ans, donc c'est pas compliqué. Ils vont voir ce que vous avez fait et ils vont essayer d'aller comprendre pourquoi vous appelez ça du dividende alors qu'eux, ils vont essayer d'appeler ça du salaire. Eh bien, pour éviter tout cela, et puis on va voir après dans un exemple chiffré que même financièrement parlant, c'est pas économiquement parlant, c'est pas bon de faire ça. Vous allez payer beaucoup plus d'impôts en France que ce que vous auriez pu payer en Israël. Mais avant même de regarder l'exemple chiffré et l'exemple entre guillemets dans la poche, combien ça va rapporter de respecter les lois israéliennes, eh bien, il faut bien comprendre que la loi israélienne exige que puisqu'un travail, une quote-part du travail est réalisée depuis Israël, vous devez le facturer depuis une société israélienne. Ce qui m'amène à ce point-là, quelles sont les sociétés qui existent en Israël? Très rapidement, parce qu'on a fait plusieurs interventions là-dessus, en Israël, il y a trois grandes familles de sociétés. On a la société à responsabilité limitée, ce qu'on appelle la Chevra Baham, okay, c'est l'équivalent d'une SARL. Il y a un gérant, on peut avoir une fiche de paye, il y a une protection par la personne morale, c'est une entité juridique indépendante qui va facturer votre société française. Donc ça, très souvent, on va le préconiser quand l'identité de la personne qui doit facturer ne doit pas, entre guillemets, apparaître potentiellement dans la facturation en France. Ça peut être le cas, Georges nous expliquera tout à l'heure, sur une rémunération de gérant déguisé, par exemple. On veut éviter, ou un président, on veut éviter d'avoir ce type de rémunération en nom propre. Donc, dans ces cas-là, on va créer une société à responsabilité limitée, donc une Chevra Baham, qui va venir facturer des prestations techniques à la société française. Georges, dans 2 minutes, je te laisse Non, intervenir. c'est bon. Écoute. On a une deuxième solution, une deuxième famille d'entreprises, c'est les indépendants. Dans la catégorie des indépendants, première chose à comprendre, un indépendant, c'est une société en nom propre. Donc, c'est la personne physique qui facture. Il n'y a pas de séparation par la personne morale. Donc, c'est l'équivalent d'un BNC en France, si vous voulez, ou un OSEC Mourché, ou bien un OSEC Patour. Les deux entreprises sont, je répète, des entreprises indépendantes. Quand est-ce qu'on va l'opter pour l'un ou pour l'autre? Un OSEC Patour, il est limité par son chiffre d'affaires à 120 000 shekels. Donc, ça va marcher pour les petits indépendants qui vont facturer à peu près 2500 euros par mois. Pour donner un exemple, voilà, c'est une petite prestation, un petit graphiste, des éléments marketing, des petites choses, d'accord? Voilà, un petit freelance qui démarre, il peut passer en OSEC Patour. Ensuite, dès qu'on va commencer à facturer un peu plus, on va passer vers la structure de SEC Mourché. Le passage de l'un vers l'autre est possible, c'est-à-dire de Patour vers OSEC Mourché est possible. Le passage de Mourché à Patour exige quelques vérifications et quelques respects des lois. Un OSEC Mourché, voilà, c'est l'entité adaptée pour facturer jusqu'à à peu près 75 000 euros, donc à peu près 300 000 shekels dans l'année.
c'est à peu près ce qui est préconisé, même si parfois il vaut mieux utiliser, je répète, une société, donc une Chevra Ba'am. Pourquoi? Tout simplement pour que l'entité juridique qui facture la personne soit protégée par la personne morale, que ce ne soit pas la même personne qui vient facturer parce qu'il peut y avoir des problèmes de requalification. Voilà, grosso modo, les trois grandes familles de sociétés qui existent en Israël. Après, il y a plein de variantes dans chaque type d'entreprise, notamment dans la première catégorie. Il y a des sociétés BAM qui vont être familiales. Ça, c'est ce qu'on va recommander dans ce que l'on va expliquer juste après. Il va y avoir des sociétés BAM qui vont être de type SCI, donc ça va s'appeler des Chevrat Bait, des sociétés immobilières. Il va y avoir des sociétés BAM qui vont être de type partnership, donc on va faire une sorte de joint venture, une activité commune avec une autre personne. Bref, il y a plusieurs petites nuances, mais les trois grandes familles de sociétés ou de types d'entreprises sont ces trois familles, la Chevra Ba'am, le Osek Morché ou bien le Osek Plateau. Dans notre exemple, on préconise d'utiliser une Chevra Ba'am parce que une Chevra Ba'am est une entité, une personne morale indépendante. Une Chevra Ba'am a des statuts. Une Chevra Ba'am peut envoyer un bilan. Une Chevra Ba'am dispose d'un cabis. Et donc, quand le gouvernement français, en cas de contrôle, va demander, mais c'est qui ce prestataire? Qui est cette personne qui te facture? Qui est ce sous-traitant qui te facture telle somme tous les mois? Eh bien, on est en mesure d'envoyer des éléments qui sont cohérents et qui vont être compris par le gouvernement français, donc des bilans audités par un expert comptable que l'on va pouvoir traduire en français, etc., etc. Nathaniel, sur cette partie, alors d'abord, on va peut-être préciser que par rapport à tout ce que tu dis, chaque cas peut recevoir une analyse un peu différente. Tout à fait. Parce que nous, on a l'habitude, mais il faut bien comprendre que les situations sont très différentes. Alors moi, côté français, j'aime pas du tout l'entreprise, la structure individuelle. Pour une raison toute simple que tu as précisé, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir une vraie personne morale. Il faut bien comprendre que la structure que vous allez facturer en France, c'est très souvent une structure où vous êtes associé majoritaire ou dirigeant. Et donc, si vous êtes dirigeant personne physique de cette structure et que, en qualité de personne physique en Israël, vous facturez des prestations, il y a en France ce qu'on appelle la jurisprudence Gamlor, alors qui vient d'être un peu rapportée par le Conseil d'État sur une jurisprudence Activision, parce que les problématiques de facturation sont hyper importantes. C'est souvent des gros sujets dans les contrôles fiscaux. On revoit ça sur nous quasiment un contrôle sur trois. Donc retenez que moi avant tout je demande une personne morale et puis parce qu'on va passer après à l'exemple chiffré, il y a un élément important, c'est que on a une vraie problématique de cohérence. Alors moi, j'ai un dossier qui est maintenant un peu ancien entre la France et Israël, où quand j'arrive dans le dossier, l'administration fiscale a remis en cause la totalité des montants facturés par mon client au travers de différentes structures israéliennes, et qu'aujourd'hui, il est même poursuivi pour fraude fiscale. Donc, c'est pas un mythe. Si, il faut regarder deux choses essentielles. Ce qu'on va facturer, ce sont avant tout des prestations techniques. Il y a des fois où moi je dis, je suis pas capable de vous valider le montage. Et si je dis que je suis pas capable de valider le montage, ça veut dire que l'administration va vous redresser à 200%. Donc, il faut vraiment faire attention. Ce qu'on facture, c'est des prestations techniques qui sont identifiables et prouvables. Quand j'arrive dans un dossier de contrôle fiscal et qu'on me dit ah oui mais j'ai plus les éléments ou je leur dis bah moi je veux bien mais le redressement il est assuré à 300%. Donc ce qu'on regarde, on fait un contrat, c'est très important entre la structure israélienne et la structure française et on va pouvoir regarder. Donc c'est pas la traduction, c'est pas pour moi de la sous-traitance, c'est de la facturation de prestations techniques avec tous les éléments importants, c'est-à-dire que vous preniez, on va dire, 200 000 euros en rémunération de président, vous n'allez pas me passer 200 000 euros en prestation technique. Parce que l'administration, elle va regarder la justification. Est-ce que un prestataire identique à vous en France aurait facturé ce montant? C'est un élément essentiel. Je te redonne la parole après cette petite précision.
Avec plaisir. Merci beaucoup pour les précisions. Donc sur la partie des sociétés, on va avoir donc on a fait le tour sur les trois types de sociétés qui existent. Ensuite, maintenant, on va parler des deux derniers éléments. Comment optimiser fiscalement ses revenus une fois qu'on a compris qu'on est dans l'obligation de facturer une prestation de service depuis une société israélienne vers vers sa société française ou bien pour son employeur pour le compte de son client à l'étranger. Eh bien maintenant, on va pouvoir dérouler cette petite partie-là. Donc, tout d'abord, on va avoir effectivement ici la nécessité de facturer sa société depuis une société israélienne, depuis une structure israélienne. Et là, comme on l'a dit, il faut mettre en place une convention de prestation technique. Sur ça, je précise, il est important d'avoir un contrat ou une convention qui tienne l'eau, comme on dit en hébreu, qui tienne la route. Et donc, je vous recommande de passer par un expert. Georges le fait extrêmement bien. Les contrats qui sont établis par Georges peuvent être établis en français avec une traduction en anglais. Donc, ils tiennent à la fois pour l'administration fiscale israélienne en anglais et également pour l'administration fiscale française. Donc, c'est très important. Ne faites pas simplement un petit contrat de prestation que vous avez trouvé sur Internet. Faites Ah ben, réviser. c'est l'histoire du dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est à la base des contrats qui sont rédigés n'importe comment. N'importe comment, parce que euh, si on rentre dans les détails, et tu le sais bien, et ce qu'on voit, c'est souvent nos clients nous disent, mais du coup, est-ce que je peux mettre mes billets d'avion? Et je leur dis, bah ouais, mais enfin, on va pas vous justifier que le prestataire, on vous paye un billet d'avion en business tous les mois. Donc, on analyse, on va expliquer que vous venez au regard de votre activité une fois par trimestre ou une fois par semestre. Parce qu'attention aussi, on précise que cette prestation, elle est effectuée à distance. Car si elle n'est pas effectuée à distance, vient se poser la problématique d'un établissement stable en France. Donc, Évidemment. on est quand même sur des sujets il faut bien jauger ce qui va être fait et quel est l'objectif. Parce qu'on peut être en zone de risque en France, en Israël, sachant que quand vous êtes en zone de risque en France, c'est quoi l'incidence? C'est qu'on va retirer la déductibilité de la charge. Comme l'argent est sorti, on va vous taxer à titre personnel en distribution irrégulière. Et souvent, en plus, on va vous rajouter des pénalités au minimum de 40%. Donc, l'addition, elle peut être quand même très, très, très salée. La base, c'est vraiment le contrat. D'ailleurs, quand l'administration fiscale vient, et moi, je vois leur réaction quand ils voient nos contrats, d'abord, au début, ils sont étonnés. Ils disent, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils facturent? Puis on leur explique, on a un contrat. Alors moi, je viens de clôturer deux contrôles fiscaux sur des clients qui étaient sur ces schémas-là, dont un avec Israël. L'administration a compris, elle a vu, et l'inspecteur m'a dit non, mais ça tient la route parce qu'en plus, le montant facturé est vraiment conforme et raisonnable. Vous voyez, il faut bien se mettre à la place d'un inspecteur des impôts. L'objectif, c'est pas de substituer 100% de somme ou d'éviter de faire du dividende. C'est pas du tout ça. C'est je suis plus là. Comment je fais pour facturer et que ça tienne la route? Tout à fait, tout en gardant à l'esprit que du côté israélien, ils sont en droit, lors d'un contrôle, d'aller vérifier quelle était la base de salaire, quel était le niveau de rémunération de la personne avant sa alia. Si jamais la personne continue à travailler dans les mêmes perspectives, dans les mêmes dispositions, ils sont en droit d'exiger le même montant. Donc, en règle générale, c'est très important d'avoir cette espèce de petit ping-pong qui est réalisé lors de l'établissement, lors de l'écriture de cette convention. C'est pour ça qu'on appelle ça une convention, pour que toutes les parties soient capables d'expliquer et d'exprimer leurs Alors prérogatives. d'ailleurs, pour te parler même d'un sujet en direct, parce que j'ai un document de l'administration fiscale sous les yeux que j'ai reçu hier en recommandé pour un de mes clients, où il m'explique, conformément aux dispositions de l'article L188 du livre des procédures fiscales, je vous informe qu'une demande de renseignement concernant monsieur et la société ont été adressées aux autorités administratives d'Israël le 25 juin 2024. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'administration aujourd'hui et l'échange d'informations, de communication, de renseignements, l'assistance administrative, c'est quelque chose de très fluide et qui se fait à n'importe quel niveau. Et je précise également que très souvent, le gouvernement israélien va également se dire, ah ben tiens, c'est marrant qu'on me demande des informations sur cette personne ne déclare rien chez moi. Ou en tout cas, cette personne ne déclare pas un revenu cohérent. Et ça va déclencher un contrôle dans les deux assiettes, d'accord, à la fois en France et également en Israël. Donc faites bien attention à ça.
Le fait de facturer, le point 1, le fait de facturer depuis une société israélienne vers sa société française nous permet d'embrayer sur le point 2 et de répondre aux critères de travail actif réalisés en Israël et de se conformer aux exigences du gouvernement israélien. C'est-à-dire que l'avantage, pour dire les choses différemment, pendant les 10 premières années, on ne va pas être une case vide. En Israël, tout fonctionne, on le sait, avec le numéro d'identité, avec le numéro de Teudat Zehut. Le gouvernement israélien, en 2 clics, il peut voir ce que vous déclarez, ce que votre épouse, elle gagne. Donc, si jamais pendant 10 ans, vous avez un dossier fiscal où il y a 0, alors que vous habitez dans une zone où votre voisin, il gagne 40 000, 50 000, 80 000 shekels tous les mois, eh bien, là, vous allez avoir un souci de la part de l'administration fiscale parce que vous allez avoir une incohérence sur le foyer fiscal. Et c'est ça qui peut potentiellement déclencher des contrôles. Donc, le fait d'abord de créer une société en Israël et de facturer une société française, ça va permettre de se porter conforme, de se mettre conforme vis-à-vis du gouvernement israélien. Après, on aura toujours le jeu de dire t'as trop facturé, t'as pas assez facturé, t'aurais dû envoyer plus, t'aurais dû envoyer moins. Ce jeu-là, une fois qu'on en est arrivé là, entre guillemets, on est dans la bonne disposition parce qu'on a déjà établi un contrat, on a pris une position, mais une position qui est documentée et non pas simplement une position qui est ah non mais moi j'avais l'habitude d'avoir un salaire en France, j'ai pas voulu toucher, c'est pas grave si je suis là depuis 8 ans, j'ai jamais rien payé en Israël et j'ai quitté Israël 2 semaines par an. Ouais, bah ça en fait c'est grave pour Israël parce que quand Israël va se rendre compte du salaire que vous avez payé en France et que vous avez continué à déclarer en France, il y a dans la notion de fiscalité internationale le pays d'imposition numéro 1, donc le pays d'imposition prioritaire, et le pays d'imposition secondaire. Et lorsque l'on va avoir ce type de cas d'espèce qui va se présenter, eh bien, le gouvernement israélien est en mesure de dire, écoute, les impôts que tu as payés et les charges sociales que tu as payées en France, pour nous, c'est du voluntary tax, c'est de la taxe volontaire. C'est-à-dire que vous avez fait un don au gouvernement français. Nous, on ne reconnaît pas ces taxes. Elles ne sont même pas déduites des impôts que vous auriez dû payer en Israël. Hein, imaginons qu'en Israël, l'impôt c'est 30%, en France c'était 20%. Ils ne vont même pas déduire les 20. Et ils vont vous demander de compléter à 30. Charge à vous ensuite d'aller récupérer les 20% que vous avez payés. Georges vous le dira, c'est peine perdue. Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais c'est extrêmement compliqué. Donc on a compris, on crée une structure en Israël qui facture sa société française, on établit un contrat de prestation, on se met d'accord sur le montant. Une fois qu'on a ce cas qui est mis en place, ce véhicule avec les clés sur le contact, techniquement, on va pouvoir ensuite maintenant, on a généré un chiffre d'affaires en Israël. Et la question, ça va être de se dire, bon, bah, super, j'ai ramené mon chiffre d'affaires en Israël, ça m'a créé une dépense en France, jusque-là c'est génial, mais ce chiffre d'affaires en Israël, comment est-ce qu'on fait maintenant pour l'optimiser? Combien d'impôts je vais payer là-dessus? Eh bien là, on a plusieurs leviers que l'on va pouvoir utiliser. Tout d'abord, on va avoir les frais réels. Les frais réels, ça va être les dépenses concrètes, les dépenses logiques de votre entreprise. Ça va être les billets d'avion, les déplacements, ça va être les jours de présence à l'étranger, ça va être les bureaux si vous avez loué un bureau, vos effectifs si vous avez besoin d'une secrétaire, vous avez un petit call center, eh bien vous allez avoir des employés, ça va être l'achat d'un ordinateur, tout ce qui va être dépenses réelles. Ensuite, on va avoir les abattements. Les abattements, ça va être par exemple si vous travaillez depuis chez vous, vous allez pouvoir faire passer une petite quote-part, donc à peu près 25% des dépenses de votre domicile. Si vous êtes vous-même propriétaire de votre appartement, vous allez pouvoir comptabiliser un loyer dans les livres de votre entreprise. Tous ces éléments-là vont venir en fait réduire ce qu'on appelle le bénéfice imposable en Israël. Donc on a un chiffre d'affaires, on fait passer certains frais, les frais réels, les abattements autorisés, et on obtient un bénéfice imposable. Et ensuite, on passe au point 4. Dans notre exemple, on avait un avocat qui continue à voyager 1 semaine par mois en dehors d'Israël pour aller travailler et rencontrer ses clients, etc. Eh bien, le gouvernement israélien nous permet d'aller appliquer un ratio de jours ouvrés en dehors d'Israël. Ça veut dire, très concrètement, s'il voyage 1 semaine par mois, techniquement, 25% du temps, il n'est pas en Israël. Le gouvernement israélien va nous permettre d'appliquer sur le bénéfice imposable une déduction automatique dans le cadre de la déclaration fiscale annuelle que vous déposez. On va venir déduire le ratio du nombre de jours que vous avez passé en dehors d'Israël de votre bénéfice imposable. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que sur ce ratio-là, sur cette enveloppe-là, vous ne payez pas d'impôts et ou de charges sociales en Israël. C'est 100% exonéré parce qu'Israël considère que c'est du travail actif, mais il est généré en dehors d'Israël. Et par conséquent, vous avez le droit d'aller appliquer. C'est une circulaire qui est sortie en 2011 et que nous, on applique au cabinet. Faites bien attention à choisir la bonne structure de facturation si vous souhaitez mettre cela en place. Consultez-nous pour ça parce que c'est très important dès le départ de choisir le bon véhicule de facturation parce que c'est pas dans tous les véhicules, c'est pas dans toutes les solutions que ce type de solution peut être appliqué. Et également, faites bien attention, ça ne s'applique pas à tous les métiers. C'est pas toute personne qui voyage qui peut considérer vis-à-vis du fisc israélien
que la quote-part de son travail est effectuée à l'étranger. Mais comme l'a dit Georges très bien tout à l'heure, chaque cas est particulier. Chaque cas, moi je vais donner vert à l'un, gris à l'autre, d'accord? C'est vraiment chaque élément, chaque conseil, il est propre et personnel à chacun. Donc n'hésitez pas à consulter Georges, nous, pour que l'on puisse faire un audit personnalisé sur votre cas et pouvoir vous donner une solution clé en main. Nous, on va s'occuper de la partie optimisation fiscale, montage et création de la structure, mais également, et c'est très important, on accompagne chaque année, pendant 10 ans et même après, on accompagne chaque année, on documente, on fait le ping-pong avec Georges. Si on a des questions, on va documenter, on va mettre à jour. C'est très important de choisir une équipe qui travaille non pas seulement uniquement sur la partie de la constitution au départ. Créer une société en Israël, tous les experts comptables sont capables de le faire. Mais avoir une capacité de mise à jour et une documentation continue et également une mise à jour au niveau légal en France, ça c'est extrêmement important de choisir un tandem et un duo qui a l'habitude de traiter ce type de dossier. Et enfin, comme Nathaniel, oui, est-ce que tu peux me dire encore combien de temps il te reste? Ou tu as terminé 5 plus ou minutes. moins la présentation? 5 minutes. Il reste le petit Ah, trop bien. exemple chiffré. Comme on l'a dit tout à l'heure, un entrepreneur avec 2 enfants travaillant depuis Israël. Alors, je ne sais pas qui c'est qui s'amuse à dessiner sur la présentation. En Israël, on va avoir, mettons d'accord dans notre cas, c'est un revenu annuel de 200 000 euros. La personne voyage une semaine par mois à l'étranger. En Israël, l'impôt sur le revenu plus les charges sociales, ça va lui coûter entre 10 et 15% du revenu annuel. D'accord? Donc, ça va, en ayant appliqué tous les abattements dont on a parlé et le quote-part, des ratios, etc. Ce qui veut dire qu'en Israël, cette personne va payer entre 20 000 et 30 000 euros. Pourquoi j'ai décidé de prendre cet exemple-là et de le comparer à la France? Parce que très souvent, une personne qui va faire sa alia va dire ah, mais moi, c'est bon, j'ai vérifié avec mon fiscaliste, je me suis déconnecté fiscalement de France, on est passé sur un régime de non-résident pour les dividendes, donc je vais payer 12,8% d'impôts et c'est le meilleur des mondes. Eh bien non, c'est faux, parce que les dividendes que vous allez vous distribuer, ils viennent après l'impôt société. Donc votre société a d'abord payé 25% et ensuite elle vous a distribué des dividendes dans lesquels elle a retenu à la source 12,8%. Le taux effectif, c'est 34,6%. On paye 12,8 sur 75. Ça, je vous laisserai les calculs après. Et donc, quand on compare la même personne qui va facturer 200 000 euros par une société israélienne, ça va lui coûter entre 20 et 30 000 euros d'impôts et de charges sociales en Israël. Et en plus, elle va se conformer à la loi israélienne qui lui exige, entre guillemets, de déclarer en Israël la quote-part du travail qu'elle réalise en Israël. Et en France, si cette même personne avait laissé les mêmes 200 000 euros, elle aurait dû payer 69 200 euros. Donc on est à plus du double des impôts. Et je l'ai mis ici, sans impact LFI. J'espère de tout cœur que ce sera pas, que vous n'aurez pas des législatives qui seront emportées par ce parti. Mais enfin, quand on entend que c'est 90% d'impôts, que la tranche marginale d'imposition sera de 90%, je ne sais pas quelles seront les prochaines tranches d'imposition et je ne sais pas, uniquement après les législatives, quel sera le montant ici. Voilà, pour Alors, ma part, j'ai terminé. je dois vous quitter, mais on va rester juste sur cet exemple, Nathaniel, parce que c'est intéressant. Effectivement, on voit un différentiel, sauf que ça reste quelque chose de très pratique et que, en réalité, on peut pas, au regard du droit français, le faire. Parce que ça signifierait que, dans un cas, euh, j'ai totalement ou quasiment totalement absorbé par une rémunération israélienne mon bénéfice. Et l'administration française ne pourra pas l'accepter. Donc, la Non, non, solution, elle vient par un mixte. j'ai pas dit de ramener 100% du bénéfice. Non, Hein. non, non, La non, mais personne a l'habitude de se alors, rémunérer 200 000 non, euros non, dans mais tous les l'année. deux, on le sait, mais les gens qui nous regardent le savent pas. C'est intéressant parce que, non, l'objectif, c'était de montrer qu'il y avait un écart. Et donc, que le fait de payer de l'impôt en Israël, c'est pas quelque chose de négatif. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Mais attention, en fonction des sommes dont on parle, on peut pas, et à l'administration fiscale, de toute façon, et ça concerne pas uniquement Israël, ça peut être aussi un problème de prix de transfert, va pas accepter qu'on vide le bénéfice d'une structure par de la simple rémunération. Donc ça passe souvent par un mixte qui peut être du paiement de l'IS avec de la distribution de dividendes et auparavant de la facturation qui va permettre de sortir de la rémunération en Israël. C'est juste
pour C'est- expliquer qu'on est plus souvent entre les deux que Bien sûr. sur un extrême ou sur un autre. C'est Euh, pas binaire, mais simplement, n'oubliez pas également que si vous avez l'habitude d'avoir un train de vie ou une rémunération annuelle qui est de 200 000 euros et ensuite vous continuez à vous distribuer des dividendes, par exemple, par la suite, le gouvernement israélien peut exiger que la quote-part de facturation depuis Israël, qui sera facturée donc après votre alia, corresponde à votre niveau de rémunération avant l'alia. Donc faites bien attention à cette chose-là, mais évidemment, il n'est pas question d'aller vider complètement tous les bénéfices de la structure française. Vous pouvez le faire, mais vous risquez d'avoir des petits problèmes. Après, il y a un autre sujet sur les dividendes, c'est que les dividendes peuvent correspondre à de la distribution de dividendes et de résultats des années antérieures. Quelqu'un qui n'a jamais ou très peu. Donc là, on est bien d'accord, Nathaniel, on est dans un cas différent au regard de la législation, pour le coup, israélienne. Tout à fait. Alors moi, j'ai pas d'autre chose à rajouter parce que c'est plutôt complet et que la seule chose, ce que je peux dire, parce que et indépendamment des législatives, même si les législatives nous rajoutent des départs qui sont pas, c'est pas de nouveaux départs, c'est des départs qui sont accélérés. C'est-à-dire que moi, depuis 15 jours, depuis le résultat des élections européennes, on a effectivement un effet de gens qui veulent partir plus vite et qui vous font des remarques, encore une fois, quelles que soient les destinations, hein, qui vous disent je ne veux plus rester en France et de toute façon, j'y crois pas. Il faut bien comprendre que un départ de France, c'est quand même c'est un changement considérable. Donc, ça s'organise à tous les niveaux, aussi bien le départ que l'arrivée en Israël, et que ça a des incidences fiscales qui peuvent être importantes. On n'arrive pas toujours à avoir une fiscalité optimisée en partant en Israël. Faut pas. On a des situations où on peut arriver à de la fiscalité supplémentaire, hein. Donc c'est plutôt rare. C'est pas sur la destination Israël le schéma, mais le fait est, c'est que quand on va vivre ailleurs, bah, du coup, on va harmoniser, on va avoir des incidences fiscales qu'il faut regarder. Je prends le cas généralement admis, mais très basique, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui est du retraité qui a des revenus fonciers. Bah, le simple fait de ne pas être imposé en France sur les retraites pendant 10 ans, je parle des retraites privées, et d'avoir du foncier, comme les règles du foncier sont plutôt calamiteuses, on rattrape souvent la non-imposition des retraites par une surimposition du revenu foncier. C'était pour vous donner un exemple. Voilà, et en conclusion, je dirais, parce que ça ressort aussi de ce qu'on vous avait dit aussi bien en France qu'en Israël, c'est que chaque cas est quand même particulier. Prenez le temps de réfléchir, ça vous amènera aussi à prendre des options fiscales en vous disant, tiens, est-ce que je conserve? Comment ça se passe sur les titres de ma société? Est-ce que je vais les garder? Je vais les céder? Qu'est-ce qui se passe? L'immobilier, est-ce que je dois conserver ou céder? Voilà, autant de questions qu'il faut impérativement se poser avant d'appuyer sur le bouton départ.